John F. Kennedy. Un nom, une image, vraiment. Jeunesse, charisme, et puis ce destin tragique. Une icône, en fait, du XXe siècle. Absolument. Aujourd'hui, on va explorer un peu les documents qu'on a reçus, des biographies, des analyses de discours, quelques articles critiques, des pages wiki aussi, pour essayer de démêler le vrai du mythe. Oui. Qu'est-ce qu'il y a derrière cette image si puissante? C'est ça, notre mission du jour. Et c'est vrai que les sources dessinent un portrait fascinant, plein de contrastes. D'un côté, l'ascension fulgurante, la rhétorique qui marque les esprits, Hmm. et de l'autre, une réalité beaucoup plus complexe. Des défis politiques énormes, des aspects personnels cachés, et puis un héritage qui fait encore débat. C'est cette tension, en fait, entre l'image et la réalité qu'on va regarder. Alors, commençons par l'image, justement. Elle se construit très très tôt, je pense à l'épisode du PT-109 pendant la guerre. Héroïque, non? Ah oui, l'épisode du PT-109, indéniablement un acte de bravoure, hein. Il sauve son équipage après le naufrage de son patrouilleur, dans des conditions terribles. Oui. Mais ce qui ressort aussi, et c'est intéressant dans les lectures, c'est l'énorme campagne de com, on dirait aujourd'hui, orchestrée par son père, Joseph Kennedy. Ah oui, Pour, mais pour magnifier cet héroïsme. c'est peut-être une première illustration de cette fabrication très consciente de l'image publique. D'accord. Et c'est un fil rouge qu'on retrouve dans sa carrière. Même le Pulitzer pour Profiles in Courage. Bon, c'est aujourd'hui que Ted Sorensen y a très largement contribué. La paternité est débattue. Cette image, elle est très travaillée, et ça le propulse. Chambre des représentants, Sénat, et puis arrive 1960. L'élection. L'élection de 60, Et oui. ce fameux débat télévisé contre Nixon. Est-ce que ça a vraiment été si décisif? Ben, toutes les analyses convergent là-dessus. L'image a joué un rôle. Mais crucial. Kennedy, jeune, télégénique, à l'aise, Oui. en face d'un Nixon qui paraît mal à l'aise, qui transpire sous les projecteurs. La télé a montré ça de façon brutale presque. D'accord. Et il gagne. Et il gagne. Il devient le plus jeune président élu, le premier catholique. Il incarne vraiment un changement de génération. Et là, c'est la présidence, la nouvelle frontière. Le discours inaugural, tout le monde s'en souvient. Ne vous demandez pas ce que votre pays peut faire pour vous. Une rhétorique très forte, idéaliste, Oui. qui inspire, ça c'est sûr. Il lance le Peace Corps en 1961, ces jeunes volontaires américains qui partent aider à l'étranger. Mhm. Mais sur le plan intérieur, les sources soulignent quand même un décalage. Oui, il y a l'augmentation du salaire minimum, mais ces grandes réformes sociales, eh bien, elles ont du mal. Elles butent sur un Congrès qui est divisé, Pourquoi? notamment à cause de l'opposition des démocrates conservateurs du Sud. C'était un obstacle politique majeur pour lui. La présidence, c'est aussi bien sûr la guerre froide. Des crises très très aiguës. La course à l'espace d'abord. Après Gagarine, l'humiliation de la baie des cochons. Exactement. Ces événements le poussent à faire cette annonce très audacieuse en mai 61. Envoyer un homme sur la Lune avant la fin de la décennie. Incroyable! Et il y a ce discours à l'université Rice en 62. Nous choisissons d'aller sur la Lune, non pas parce que c'est facile, mais justement parce que c'est difficile. C'est une façon de mobiliser toute la nation par le défi. Et puis l'autre grande crise, c'est Cuba. La crise des missiles, octobre 62. 13 jours où le monde a vraiment retenu son souffle. On a frôlé l'apocalypse nucléaire. C'était très tendu. Extrêmement. Mais la crise est résolue. Et les sources révèlent cet accord secret, retrait des missiles soviétiques de Cuba contre retrait, plus discret, des missiles américains de Turquie et d'Italie. Et l'installation du fameux téléphone rouge entre Moscou et Washington. Et pendant ce temps, sur le front intérieur, il y a la question brûlante des droits civiques. Les documents montrent qu'il a évolué. Bien sûr, oui. Au début, c'est une approche assez prudente. Calcul politique sans doute, pour ne pas s'aliéner l'électorat du Sud qui était crucial. D'accord. Donc il intervient, mais plutôt ponctuellement. Pour protéger les Freedom Riders, ces militants qui testaient la déségrégation dans les bus, Oui. ou pour l'intégration de James Meredith à l'Université du Mississippi. Le vrai tournant, ce sont les images terribles de la répression à Birmingham, au printemps 63. Les chiens, les lances à incendie. Voilà. Ça le pousse à s'engager beaucoup plus frontalement. Il qualifie les droits civiques de question morale dans son discours du 11 juin. Et il propose une loi très ambitieuse, qui, ne sera votée qu'après sa mort sous Lyndon Johnson. On retrouve encore ce contraste entre l'image, le discours, et puis la réalité politique plus complexe. Et ça vaut aussi pour sa vie personnelle, j'imagine. Ce charisme fou, le couple glamour avec Jackie. Tout à fait.
Cette façade très séduisante, elle masquait des choses plus sombres, en tout cas plus difficiles. Plusieurs sources détaillent ses problèmes de santé chroniques, très douloureux. Ah oui. La maladie d'Addison, qui est une insuffisance surrénalienne, ça exigeait un traitement constant et caché. Et puis des douleurs dorsales terribles, parfois traitées avec des médicaments puissants. D'accord. Et puis, bon, il y a aussi les liaisons extra-conjugales persistantes qui sont rapportées et qui écornent sérieusement le mythe du couple parfait. Et politiquement, il y a aussi des ombres? Oui, bien sûr. Le fiasco de la baie des Cochons, dès le début de son mandat, c'est un échec cuisant. Et puis, surtout, il y a l'engagement qui grandit au Vietnam. Ah oui, le Vietnam. À sa mort, il y a déjà 16 000 conseillers militaires américains sur place. C'est le début d'une escalade dont on connaît la suite tragique. Et puis, Dallas, le 22 novembre 1963. L'assassinat. Brutal. Qui fige cette image pour toujours. Oui, Lee Harvey Oswald, l'assassin présumé, qui est lui-même tué par Jack Ruby. Ça ouvre la porte à toutes les théories du complot. Les sources les mentionnent d'ailleurs en borne. CIA, mafia, cubain, ça persiste encore énormément aujourd'hui. Et cet événement tragique, finalement, ça a scellé son statut d'icône. Ça laisse un sentiment d'inachevé. Exactement. Ce qui rend son héritage assez ambivalent. D'un côté, il reste un symbole très puissant d'espoir, d'idéalisme, de jeunesse, une inspiration pour beaucoup, même des présidents plus récents comme Obama. Mais de l'autre côté, si on regarde les faits, son bilan législatif concret, il est limité par la brièveté de son mandat. Beaucoup de ses grands projets, comme la loi sur les droits civiques ou la guerre contre la pauvreté, n'ont abouti que sous Johnson, son successeur. Donc, pour résumer, une figure incroyablement complexe. Un maître de la communication, ça c'est sûr. Il a incarné une vision, une ambition dans une époque de tension mondiale extrême, Oui, mais son action a été souvent entravée et sa vie personnelle était bien différente de l'image publique. Un mythe puissant, mais aussi un président dont l'impact réel, les réalisations, restent sujets à débat. tout à fait. Et ça nous laisse avec cette question un peu lancinante, qui transparaît dans les critiques et les analyses qu'on a pu lire. Si son mandat n'avait pas été interrompu de façon si tragique, quelle trajectoire aurait prise l'Amérique ? Mhm. Est-ce qu'il aurait vraiment pu approfondir cette nouvelle frontière? Est-ce qu'il aurait évité l'enlisement au Vietnam, comme certains aiment à le penser? Ou est-ce que finalement, les limites de son action politique, les obstacles qu'il rencontrait, se seraient confirmés? C'est une interrogation qui restera sans doute ouverte.